Bonjour, nous voici en bord de Loire pour une nouvelle route mythique. Pas n'importe laquelle, celle qu'empruntaient les rois de France il y a plus de 500 ans. Donc imaginez les monarques, leurs courtisans, leurs attelages, leurs longs convois, les chevaux voyageant de château en château. Eh bien moi, avec mon fidèle Combivan, on va emprunter ce même chemin, l'itinéraire notamment de François Ier, à l'époque où la cour était installée dans la région. Donc de la Sologne aux portes de l'Anjou, sans trop nous éloigner du dernier fleuve sauvage de France, je vais vous faire visiter les plus belles demeures royales. Bienvenue sur la route des châteaux de la Loire. Sur les traces des rois de France, nous irons de Sully-sur-Loire aux abords de Saumur. Nous ferons étape à Chambord, cher à François Ier, à Amboise, la forteresse la mieux protégée de l'Ouest, ainsi qu'à Montsoreau, le seul château construit dans le lit de la Loire. Le royaume de mon invité, c'est le Grand Nord. Presque 30 ans qu'il parcourt à pied, à cheval, en traîneau à chien, en canoë. Et bien évidemment, il pénètre dans des endroits où personne n'est jamais allé, sinon c'est pas drôle, ça ne vaut pas le coup. Il est donc explorateur, mais il est également réalisateur. On lui doit notamment l'Odyssée sibérienne, L'Enfant des Neiges ou encore Belle et Sébastien. Il s'agit de Nicolas Vanier. Et je vois qu'il est déjà là, c'est moi qui suis en retard. Donc je me dépêche de me garer. Il fait un peu frisqué. Bonjour Nicolas. Bienvenue. T'as été constitué? Oui. Bon, je suis contente de commencer ici, avec ce château. Bel endroit, premier château de la Loire. Exactement. Donc, bel endroit. Tu le connaissais? Bah oui, moi j'habite juste à côté. En voisin, à 10 km. Ouais. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est beau avec ses larges douves. J'aime bien aussi ses tours de garde avec les fameux toits en poivrière. À l'époque, on savait construire. Hein. En t'attendant, je me disais quand même, à l'époque, on faisait des choses qui sont quand même un peu plus belles que ces espèces d'horreurs qu'on voit partout aujourd'hui. Et tu as raison, non seulement il annonce sa renaissance, et surtout, effectivement, il ouvre sur la vallée des châteaux de la Loire. Ouais. Donc je trouvais ça bien de commencer par celui-ci. Un beau départ. Avant d'entamer les autres. Et en plus, tu verras, je t'ai fait un petit programme sur mesure. Hein. Ah bon. Alors je te montre la carte quand même, Ouais. pour que tu aies une idée de là où on va. Il faut quand même que je te prévienne que je suis pas la reine de la conduite. Ah bah ça commence bien. Non, t'inquiète pas. Non, comment te dire, j'ai passé mon permis sur l'automatique. Bon, on va prendre des petites routes alors. J'ai déjà un peu de... C'est ça. Je commence à avoir un peu d'expérience avec mon beau petit combi. Là, donc on va partir de Sully. De l'autre côté, hop. Ah, alors Orléans, on n'est plus très loin là. Voilà. Donc Cerdon, Sully. Ah, voilà. Et on va aller jusqu'aux abords de Saumur. Oula, alors Saumur, là, en revanche, il faut qu'on ouvre la carte parce que c'est de l'autre côté. Et d'après ce que j'ai compris, on va d'abord à Chambord. Hein. Exactement. Donc il faut compter à peu près 250 km là, notre petit parcours. Et ben voilà. Est-ce que je peux choisir la route par laquelle on va à Chambord ou pas? Oui. Ça tombe bien, t'es mon copilote. Eh ben parfait. C'est parti, on y va? On y va. Génial. Hop. Oh, puis une carte quand il y a du vent. Je vois quand même que tu maîtrises mieux les cartes que moi. C'est... Hop. C'est bon? C'est tout bon. C'est bien, il y a de la place en tout cas. Il est beau, hein? C'est un combi moderne. Bon, je te laisse conduire 5 minutes et si je vois que c'est une catastrophe, on inverse. Hein. Je te propose comme première halte le domaine de Chambord, où il y a une immense réserve naturelle de, je crois, 5000 hectares. Oui. Plein d'animaux en liberté. Tu le connais d'ailleurs ce domaine? Très bien. Très très bien. Très bien, et je vais le connaître encore plus puisque je vais y passer presque
2 mois, puisque c'est ici qu'on va tourner une grande partie des séquences de mon prochain film long métrage qui se passe en Sologne. Et tu peux nous en dire 2 mots? L'histoire, c'est le destin croisé de plusieurs personnages, dont un petit garçon de 11-12 ans, un braconnier qui sera d'ailleurs interprété par François Cluzet. Génial. Un conte, un vieux conte, interprété par François Berléand. Génial, ce casting de rêve. Ouais, un très beau casting avec aussi Eric Elmosnino qui est absolument formidable dans le rôle d'un garde-chasse un peu teigneux. Et ça se passe en 1930 en Sologne, et donc c'est un petit Parisien qui se retrouve plongé dans l'univers à la fois inquiétant, mystérieux, mais aussi fabuleux de cette Sologne d'autrefois. Et comme je connais bien le domaine de Chambord, son directeur, pas mal de gens ici, on va faire un partenariat autour du film, et donc on va profiter des décors exceptionnels qu'on voit autour de nous, de cette nature, pour tourner un grand nombre de séquences de ce film qui se passe donc chez moi, en Sologne. Sur tes terres. On va pouvoir l'admirer de plus près. T'aimes bien le thème de la transmission dans tes films? Non, souvent entre l'enfant... Oui, beaucoup. C'est un petit peu mon histoire aussi qui est dans, ce film, avec un grand-père sur les bottes derrière lesquelles j'ai appris tout ce que je sais de la forêt, des animaux, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de transmettre comme ça l'amour de quelque chose, une passion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire, moi, avec mes enfants, lorsque je les emmène dans la forêt, à la pêche. Tous mes enfants ont passé des heures et des heures et des heures sur mes genoux, sur mes épaules, à se balader dans la forêt, à aller approcher des cerfs, des sangliers. Tu les apprenais à observer les animaux? Ils savent tous reconnaître les empreintes des animaux, le cri des animaux, les arbres. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Notre premier château, c'est Chambord, le palais rêvé de François Ier. Un lieu que Nicolas affectionne particulièrement, surtout son domaine, une réserve naturelle de plus de 5000 hectares. Oh, regarde-moi ce château! Oh, toi, tu le connais par cœur. C'est absolument magnifique. Oh là là, c'est une beauté. Oh. Je suis contente, très contente de le visiter. Je comprends pourquoi les touristes du monde entier viennent ici, sur nos terres, visiter nos plus beaux châteaux. Nos grandes fiertés. J'ai une photo comme ça où j'arrive en voiture ici, c'est tout enneigé. Et c'était le matin, et donc il n'y avait aucune trace. C'était absolument magique l'arrivée comme ça. Avec un grand ciel bleu en plus, la neige fraîche de la nuit, c'était extraordinaire. Je suis toujours impressionnée par l'architecture de ces châteaux. C'est de la dentelle. Qu'est-ce que c'est beau. Bonjour. Bonjour Nicolas. Magnifique, hein? N'est-ce pas? Une belle journée. Bonjour Harmonie. Vous allez bien? Oui, merci. Vous avez fait mon voyage? Oui, très bien. Jusque-là, tout se passe bien. Pour l'instant. Ça devrait continuer. Donc c'est vous qui allez nous faire découvrir le domaine des Chambord. Bah oui, si vous le voulez bien, je vous emmène dans la zone interdite au public. Ça, j'adore. Découvrir la partie un peu secrète du parc de Chambord. Ben, on vous suit. Bien, super. Je vous emmène. Alors, en quoi il consiste ton métier, Harmonie? Alors moi, je suis animatrice nature. Ça veut dire que j'accueille tout le public en fait dans la zone interdite aux visiteurs, et je leur fais découvrir l'envers du décor du château de Chambord, à savoir le parc et son fonctionnement, son histoire. Et comment est-ce qu'on gère la faune et la flore dans un domaine comme celui-ci? Comment est-ce qu'on régule les populations d'animaux? Ici, tu as 5 agents du territoire qui gèrent l'ensemble du parc. Et effectivement, le but, c'est d'essayer de conserver un équilibre entre la production de la forêt
et les populations d'animaux sauvages. Donc eux sont là pour garantir cet équilibre-là. Tu vois, on voit qu'il y a des sangliers et tout. On a des trous partout. C'est des trous là. Ça, ce sont les sangliers qui retournent la terre pour se nourrir. Ils fouillent les sols. Et donc effectivement, quand on voit ça, on imagine que trop de sangliers amènent une détérioration de l'environnement. Et nous, notre objectif ici à Chambord, c'est vraiment de pouvoir contribuer à conserver ces paysages intacts. C'est magnifique. Bon, alors c'est des traces de quoi, ça? Toi qui es une spécialiste. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, moi, Écoute, tout à l'heure, tu nous as parlé de sangliers avec la route qui était un peu cabossée. Je dirais du sanglier, non? Ouais, c'est des sangliers, ouais. Je dis ça au hasard. Hein. Ouais. Et comment tu reconnais que c'est des sangliers? Alors normalement, le sanglier, il a effectivement ces deux doigts-là, ces deux sabots-là, et à l'arrière, ici, il a deux petites pointes qu'on appelle les gardes. C'est pour ça que c'est pas toujours évident juste à l'empreinte, surtout sur un sol sablonneux comme ici. Là, regarde. Ici, tu as ces deux pointes-là et la garde est là. D'accord. Ça, c'est le plaisir de traverser Chambord, pouvoir voir les animaux. Les sangliers, ils viennent ce qu'on appelle se souiller, c'est-à-dire qu'ils viennent se mettre dans des endroits comme ça, ils se mettent plein de boue. Comme les hippopotames. Et puis après, regarde, on va le voir là. C'est pour se protéger du soleil qu'ils se mettent de la boue? Là, ils se font une petite comme ça de carapace. Et puis, ils vont se gratter, comme on va le voir là, pour pouvoir se débarrasser des parasites, tu vois, qui sont pris dans les poils. Comme ça, en se grattant, on voit ici. Donc, tu vois, là, il était ici, avec la tête, je pense, ici. Et il se gratte comme ça pour se débarrasser des parasites. Des parasites, tiens, d'ailleurs, tu vois. On voit des poils, oui. On voit les poils, hein? On appelle ça les soies. Voilà, un poil de sanglier. Voilà. Alors il y a des arbres comme ça. Ça, c'est pas une très belle souille parce que c'est pas très argileux, mais je suis sûr qu'il y a des endroits ici où tu vois les arbres autour, ils sont plein d'argile comme ça. Puis ça te permet en plus de voir quelles sont la taille des animaux. Plusieurs fois par jour? On le voit. Généralement, ils font ça la nuit, le soir ou. Quand il fait très chaud aussi. Quand il fait très chaud, ils viennent aussi se fouiller. Mais tu vois, il y a encore des zones là où on voit ils sont venus se. Qui t'a appris à repérer les traces comme ça des animaux, toi? Moi, je suis né dans la forêt, ouais. Donc. Toujours, tu sais. Donc, on passe son temps à regarder. C'est passionnant, quoi. Et comment on fait pour distraire? Surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'on continue à apprendre à 54 ans. C'est ça, c'est que ça fluctue tout le temps. Hein, c'est ce que tu disais. C'est ça, la forêt. Tu t'habitues pas, toi, à ce décor? On s'y habitue pas, on s'émerveille encore. En fait, je me suis rendu compte qu'assez souvent, comme ça, assis en haut d'un arbre avec mes jeunes enfants notamment, quand sortait une biche ou un chevreuil, je regardais plus la biche, mais je regardais les yeux de mon gamin, émerveillé. Ça, c'est un peu comme mes films. C'est quand je fais un film, la première fois que je montre au public un film, je prends ma chaise, je me mets dans le noir face au public et je regarde les yeux des enfants et je sais donc ce qu'ils sont en train de regarder et ça, c'est merveilleux, quoi. En fait, là, si tu te rends pas compte, mais tu es en train de faire, tu fais le repérage, là. Tu aides Nicolas à faire son repérage. Oh, un os! Un homme. Un homme. Non, arrête. Un homme de 22 des cavernes. Non, ça, c'est un fémur. Hein. On voit le côté rond de l'os, pas très haut, donc un petit sanglier, un fémur de sanglier. Eh ben. Qui va être rongé par les animaux, qui redeviendra un ton cadeau de son mort. En cadeau de mon souvenir. Alors pourquoi est-ce que tu voulais nous emmener voir cet étang de plus près, Harmonie? Alors ici, on est sur l'étang du Périou et c'est selon moi l'un des deux plus beaux étangs du parc. Ouais. Et c'est ce qui représente le mieux la diversité des paysages de la Sologne et puis cet aspect humide qu'on connaît bien ici en Sologne. Même si les étangs ont été creusés par les hommes, aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, il en ressort quand même un environnement très naturel et qui est très apaisant, je trouve. Ah, ouais. L'histoire de la Sologne, c'est en fait un immense marais, la Sologne. Donc il y a eu un grand assèchement, des grands travaux en fait qui ont été faits, contraignant l'eau en fait dans des étangs. C'est pour ça qu'on est dans la région des étangs. Il y a des étangs partout qui sont tous artificiels, entre guillemets. Mais c'est ça qui a fait l'histoire de la Sologne et cette magnifique région. Ah, il y a de nouvelles traces. Oui, un avantage du coup, comme elle est souvent humide, cette zone-là, elle garde. Attends, j'ai essayé de deviner. Alors, là, c'est intéressant parce que tu as. Il n'y a pas les points de garde, donc là c'est une biche. Bravo. Oui. Bravo. Je suis fière de moi.
On apprend vite en fait. Ouais. C'est le rôle aussi de domaines comme ceux de Chambord, c'est un rôle déjà pédagogique, parce qu'il y a un public qui vient ici, qui découvre, et découvrir, c'est important parce que c'est le premier pas pour aimer. Et aimer, c'est le premier pas pour protéger. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi, effectivement, un grand domaine avec une population d'animaux, des gens compétents qui peuvent, effectivement, sur des populations assez importantes, faire des études. Et c'est vrai qu'on progresse tous les ans. On est en continuelle, comme ça, attente de nouvelles méthodes, de nouveaux chiffres, de nouvelles données qui nous permettent d'améliorer les choses. De croire, parce que certaines personnes croient que plus l'homme n'intervient pas, mieux la nature se porte, est une hérésie. Comme dans la forêt. Une forêt, elle a besoin d'air pour vivre, pour grandir, pour capter encore mieux le CO2. Et de la même façon, une population d'animaux a besoin d'air. Si on ne lui donne pas d'air, par des prélèvements intelligents, raisonnés, c'est ce qui est fait ici, et ben la population, elle se porte mal. C'est là où l'homme, s'il est intelligent, c'est ce qui est fait ici. S'il intervient de façon raisonnée, que ce soit dans la forêt ou sur les animaux, eh bien, il développe un équilibre qui rend service à la nature. Voilà, c'est ça qu'on essaye de prouver. Vous faites un beau boulot tous les deux. On a choisi le métier. J'ai adoré cette visite dans les bois. Sympa de voir l'envers du décor. Et tu en parles tellement bien. Non mais c'est vrai, hein, c'était passionnant. Maintenant, il faudra revenir en automne. Comme ça, tu auras vu les 2 plus belles périodes de l'année. Et regardez, Quel point de vue. c'est ça fait quelque chose. Hein. Je t'envie de continuer la balade avec Harmonie. Tu vas partir vers les châteaux, je crois, de la Loire. Ça va aller quand même. Merci, On va Harmonie. le suivre. Bon retour Oui. et bonne visite. Non, mais quel point de vue sublime. Tiens, regarde, Liche. Ah oui, derrière. Là, elle va passer. Je la vois. Elles vont traverser l'allée. Ah tiens, regarde. Ouais, elles sont là. C'est pas beau, ça? Génial. J'adore. C'est l'image rêvée. Ah, je suis dégoûtée. Bon, je te récupère du côté d'Amboise, hein, Nicolas. À bientôt. Bonne journée. Au revoir et encore merci Harmonie. Avec plaisir. Alors j'ai laissé Nicolas, Ouais. toujours avec Harmonie, en train de faire ses repérages parce Ouais. qu'il vient faire un film chez vous. Oui, il prépare ça pour la rentrée. Alors moi je l'ai abandonné, vous savez pourquoi? Parce que quand même, ils font parler de cette beauté-là. Ah bah oui, bien juste sûr. là. Bien sûr. Donc ça, c'est la folie de François Ier. C'est pas sa folie, c'est son œuvre. C'est un peu peut-être l'équivalent de la Joconde dans l'architecture, sans équivalent dans le monde, l'expression même de la Renaissance. Alors, combien de temps pour construire ce château? Combien d'ouvriers? Des milliers d'ouvriers, tout son règne, donc de 1519 à 1547. Et à sa mort, ce n'était pas totalement terminé. Son fils a continué. En fait, le chantier s'est arrêté en 1559, donc 40 ans après. C'est un roi architecte. Il a construit 12 palais. Et il a voulu laisser une œuvre qui exaltait la dynastie, sa puissance et la relation entre l'homme et le ciel. D'accord. Donc il aurait pu faire ça ailleurs. Il n'a pas choisi de se mettre dans une ville pour gouverner, mais de se mettre à l'écart pour créer la surprise. Et 5 siècles après, la surprise fonctionne toujours. Alors vous avez évoqué Léonard de Vinci. Est-ce que c'est lui l'architecte de Chambord? On ne sait pas qui c'est cet architecte. On n'a retrouvé aucun plan. Aucun plan. Aucun plan, ce qui est très mystérieux, Donc c'est mais un ça mystère, fait partie aussi du mystère de la Renaissance et de François Ier, qui adorerait jouer avec le mystère et la surprise. Mais il y a des choses de Léonard, par exemple l'escalier à double révolution qu'il faut absolument voir à l'intérieur, c'est Léonard. Quand on regarde aussi, là, rien n'est symétrique et tout tourne. C'est-à-dire qu'en fait, tout le château tourne. C'est bien l'idée de la Renaissance. C'est-à-dire le château renaît, c'est un cycle éternel, c'est un château mystique. Ça fait quelques années que vous travaillez au remeublement de ce château. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas beaucoup de meubles. Hein, parce que j'imagine que François Ier, comme tous les rois, voyageait avec tous ces meubles. Les rois voyageaient beaucoup parce que, à l'échelle des étapes à cheval, la France était un immense pays. Et jusqu'à Louis XIV, il n'y a pas de cour fixe. C'est Versailles qui termine le roi nomade. Et en fait, il n'y avait pas un château royal tous les 30 km, qui est à peu près la distance d'une journée à cheval. On se déplaçait avec sa suite, une escorte en armes, et ses bagages.
C'est un peu ce que je fais moi aussi, hein, avec mon minivan. Eh ben, vous êtes très François Ier. Vous êtes assez dans l'esprit du Moyen-Âge finissant et la Renaissance pour découvrir la Loire. Donc vous voulez dire que si on a envie de savoir, avoir une petite idée de comment vivait François Ier, on achète un camping-car et on fait tous les châteaux de la Loire. Voilà, on fait tous les châteaux et on est dans l'esprit d'itinérance de l'époque. Alors, je suis arrivée par l'avenue du Roi et j'aimerais bien la voir vue d'en haut, cette avenue du Roi. Est-ce qu'il serait possible de monter sur l'une des terrasses, là, tout là-haut, la plus haute? Ben, on va monter sur le grand balcon et on va voir la forêt sur 4,5 km. Allons-y. Génial, merci. Ça va? Toujours? Ça fait 2 étages d'immeuble parisien, un seul étage. C'est vrai? Oui. Bon, donc il faut du souffle. Wow, mais il y en a encore beaucoup. 1, 2, 3, 4 au moins. Il y a encore 2 étages, mais ça fait 6. Ok, c'est parti. Et voilà. Et donc, vous m'avez pas prévenu qu'il y avait autant de marches, hein? Non, mais là, on va plus haut que d'habitude. Ah, mais là, ça se mérite. Hein. Ça, c'est très, très privilégié ici. Ça se mérite. Oh, et cette vue, elle est grandiose. C'est comme le Mont-Saint-Michel, sauf qu'ici, la forêt tient la place de la mer. Mais alors, pourquoi les rois de France ont choisi le Val-de-Loire, cette région, pour s'installer? Tous les plus beaux châteaux des rois de France sont ici, dans cette région. Mais c'était le cœur historique de la France, on y parlait français, c'était après la guerre de 100 ans. Une région où il faisait bon vivre. Il n'y avait pas de capitale si désignée, par exemple on sacrait les rois à Reims. Donc la France ne se résumait pas à Paris. Et la vallée de la Loire était vraiment la vallée des rois. Et puis c'est à la fin du XVIe siècle que c'est la vallée de la Seine qui devient la vallée royale. Donc Versailles, c'est vraiment une installation qui est moderne à l'échelle de l'histoire de la France. Mais moi, je vais reprendre la route. Je vais reprendre mon... Comme François Ier, je repars dans mon combi. Bon voyage dans votre camping-car royal et Renaissance, alors. Merci beaucoup. Au revoir, Nathalie. Et encore un grand merci de m'avoir fait découvrir Chambord. Bienvenue. Je vais retourner récupérer Nicolas et on repart. Ah bah tiens, qui joie sur la route, Nicolas. Je peux vous aider, monsieur? Impeccable, bon timing. Parfait. Ça va? Impeccable. T'as fait des bons flairages? Superbe. T'es content? Magnifique. Bon, on va reprendre Et toi alors? Écoute, sublime. Oh là là, sublime. Mais tu les connais bien, toi, ces châteaux. Mais c'est pas pour rien que des millions de visiteurs chaque année font cette route des châteaux là. C'est. Ils se faisaient plaisir, les rois de France. Hein. Bijoux de la France. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est pareil. Hein. On a l'impression que c'était complètement extravagant, mais aujourd'hui, les yachts de 120 mètres... c'est vrai, différemment, ça se fait plaisir également. C'est pareil, c'est la même disproportion, quoi. Sauf que les châteaux, c'est un peu plus beau qu'un yacht. Hein. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis quelqu'un qui est aussi content de faire ses valises pour partir dans le Grand Nord que de les faire pour rentrer chez moi dans ma ferme que j'aime profondément. Donc, j'ai trouvé un équilibre qui entre le côté douillet, n'existerait pas si... dans ta bonne maison bien chauffée et tes moins 50 degrés quand tu décides de repartir. Oui, mais ma maison, elle est chauffée avec le bois que je coupe dans ma forêt. Donc j'ai une vie qui est finalement pas si éloignée de celle qui est la mienne lorsque je suis là-haut. Mais j'aurais pu faire le choix de vivre en Sibérie. D'ailleurs, les événements me l'ont proposé. C'est vrai ? Oui, ou dans cette cabane qu'on a construite avec ma femme en plein milieu des montagnes rocheuses, où on a vécu pendant 1 an totalement coupé du monde. Pendant 1 an complètement coupé du monde. Et voilà, je suis un petit peu comme un gros chêne qui a des racines. Et si on me coupait, si j'étais coupé de ces racines qui sont cette Solonne, je ne pense pas que je serais aussi heureux que je le suis aujourd'hui, où je... En fait, reviens du Canada, là, il y a quelques jours où j'étais avec mes chiens. Et... Tu prépares une prochaine expédition ou bien c'est par rapport à ton film? Non, rien à voir avec ton film puisque ça ne parle pas de chiens de traîneau. C'est pour les voir tout simplement? Je vais partir l'hiver prochain traverser toute l'Alaska jusqu'au détroit de Bering pour participer à la plus grande course de chiens de traîneau du monde qui s'appelle l'Iditarod. Non, c'est pas la Yukon. L'Iditarod. C'est encore une autre course alors? Oui, on va dire il y a
2 immenses courses qui sont un petit peu les 2 courses championnats du monde des conducteurs de chiens de traîneau. Il y a la Yukon Quest que tu as déjà faite, auquel j'ai participé l'hiver dernier. Même arrivé, je crois, 10e ou 9e 9e. 9e, pardon. Sur combien? Sur combien? On était une trentaine, oui. Une trentaine? Mais attends, et tu étais le seul amateur? C'est réservé aux professionnels? Oui, c'est devenu des courses. Et donc là, tu te prépares pour une autre course? Voilà. La Yukon Quest, justement, parlons-en. Quelle aventure! Parce que là, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, c'est pas une expédition. Là, il faut gagner, il n'y a pas de perte de temps en fait. C'est tout de même une aventure, c'est un petit peu comme le Vendée Globe pour un marin. Mais un marin qui a passé sa vie à sillonner les mers, un jour, si on lui donne un beau bateau qui va vite, je pense qu'il aura envie de participer au Vendée Globe si on lui en donne les moyens. Et moi, j'ai eu les moyens de pouvoir m'entraîner auprès des plus grands mushers du monde, de pouvoir participer à cette course, et c'est vrai que c'était une belle aventure. Et leur nationalité, c'est plutôt quoi, des Canadiens, des Américains Ce sont des Américains, des Canadiens, des Norvégiens, quelques Allemands, des Suisses. T'es le seul Français? Et j'étais le seul Français, oui. Le seul truc qui puisse m'arrêter dans la vie, c'est le café. Mais alors attends, tu sais quoi? D'ailleurs, on m'a fait des très grandes blagues, parce que bien évidemment que quand je pars en expédition, pendant des mois et des mois, la seule chose que je prévois de façon... c'est le café, parce que ça, on ne peut pas en trouver. On peut manquer de nourriture, on en trouve toujours, on peut trouver... Et ça, c'est quelque chose qui te manquait, le café? Ah, mais moi, le café, ouais. Mais pourtant, de la poudre... Chacun sa drogue. Pourquoi ne pas envoyer un petit peu de café en même temps que la nourriture des chiens déshydratés? C'est ce que je fais, bien évidemment. Ah ben bien évidemment. Non mais attends, et le café, c'est par hasard que tu aimes le café? Les cafés Vanier? Non, c'est pas un hasard. Les cafés Vanier, c'est un lien avec ta famille? Effectivement, on est originaire depuis plusieurs générations d'une famille de torréfacteurs, et donc peut-être que les arômes de café que enfant j'ai pu humer, respirer, apprécier ont eu... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la caféine, c'est un petit peu une drogue. Comme jadis avec les rois à cheval, c'est par la porte des Lions que nous allons pénétrer dans le château d'Amboise, haut lieu de l'histoire de France. À propos de cheval, il me vient une idée. Qu'est-ce qu'il est beau aussi, ce château d'Amboise. Un endroit qui n'est pas nul. Hein. Tu le connais celui-là aussi? Ouais. Alors j'ai une petite surprise pour toi. J'aimerais bien... On va aller faire du traîneau à chiens? Non, on va faire du cheval. Tu sais qu'il y a des randonneurs qui font le parcours des châteaux de la Loire à cheval? Bien sûr, oui. Ouais. Eh bien, j'aimerais bien que tu m'apprennes à faire du cheval. Toi, déjà à monter. Je t'ai dit que j'étais une piètre conductrice. Au cheval, c'est pire. Ah, c'est impeccable, comme ça on va rigoler, c'est parfait. On va rejoindre la carrière, elle est là-bas. Bonjour Virginie. Bonjour. Bon, je suis passée magnifique. Par la maison principale, j'ai piqué des bottes, j'ai mis une bombe. On voit la débutante. Hein. Nicolas, il est tel quel. Tu vas prendre le grand, puis moi je vais prendre le petit. Hein. À ton avis, lequel je vais prendre? Je te donne un indice. Je vais être ridicule. Tu sais que contrairement à ce qu'on imagine, le cheval, il ne va pas dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là. Donc ce qu'il faut que tu montes, c'est dans ce sens-là. J'ai rien compris. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur la selle comme ça. Parce que le cheval, il va à reculons. Tu dis des bêtises. Je te promets, demande à les spécialistes. Oh, mais non. Non, explique-moi, pourquoi est-ce qu'il faut monter toujours à gauche? Oui, voilà. Mais pourquoi on monte à gauche? Pour que le cheval prenne il a cette habitude-là, donc si tu te mets à droite, il va être un peu perturbé. À droite. Hein, c'est ça. Hein. Alors, la vraie explication, c'est que t'es au temps des rois. Les rois avaient l'épée du côté gauche. Ah oui, d'accord. Voilà.
Donc pour ne pas gêner le cheval lorsqu'il monte, il mettait le pied gauche à l'étrier et il passait la jambe droite par-dessus pour éviter que l'épée passe au-dessus. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les chevaux sont habitués à ça et qu'il faut continuer à... D'accord, je ne connaissais pas ça, c'est très... Voilà. Et comment il s'appelle C'est un double poney, ça, non? Oui. Comment il s'appelle? Yasko. Gaston? Yasko. Yasko. Bonjour Yasko. Tu vas être gentil avec moi, hein? Il n'a pas l'air trop méchant. Non, ça va. Ça devrait aller. Bon, en tout cas, je vais te suivre. Hein. Okay. Alors, mets-toi de l'autre côté déjà, alors. C'est trop haut pour moi. Oui, mets ton pied. Mais là je suis trop haute, je vais jamais réussir à monter. La honte. 2, 3. Merci beaucoup, Nicolas. Et tu m'aides aussi, parce qu'il est encore plus haut, celui-là. Ah, j'ai honte. Waouh. Bon, on va faire un petit tour. Hein. Alors, il faut que tu m'expliques comment je dois me tenir, comment je dois tenir les rênes. Ben, là, ça me paraît bien. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une cravache pour pouvoir le faire partir au galop direct, mais là, j'en ai pas, malheureusement. Tu veux déjà te débarrasser de moi? Ouais, je pense qu'il va suivre, hein, de toute façon. Hein. Vous allez vous mettre un petit peu au pas. Ouais. Et puis, normalement, celui-là va suivre. Carte un petit peu la main. Hop, hop, vas-y, suis. Doucement. Le cheval, il sent tout de suite quand tu es anxieux, stressé. Ah oui, ah oui. Bon, donc je suis zen, je suis cool. On serait mieux pour une grande balade dans Chambord, mais ce sera pour la prochaine fois. Oui. Quand je pense que tu as traversé les Rocheuses à cheval, une bonne partie. Bon, on essaye un tour au trot pour voir comment ça se passe. Bien pousser Pourquoi sur pas les pieds et pas se mettre en avant, hein. Bien en arrière. Alors, bien pousser sur les pieds. Alors ça veut dire quoi bien pousser sur les pieds? Faut que je me tienne tout le temps en arrière voilà. Et que je lève, que je descends, voilà, je lève. c'est ça. Ok. Ah, ouh là là, doucement. Ah, doucement, n'essaye pas trop dessus, Nicolas. Ce qu'il faut, c'est que tu essayes de faire un coup sur deux. C'est lui qui me dirige, là. Non, ne va pas au galop parce qu'il faut y aller. Attends, tu vas pas au galop. Oh. Je sens que tu as envie de faire du galop. Donc ce que je te propose, comme j'ai prévu d'aller rencontrer Jean-Étienne Sureau, qui est le directeur du château d'Amboise et que tu le connais déjà par cœur, pendant que tu te balades, moi je vais visiter le château et je te récupère après. Non mais c'est pas très loin, on peut y aller à cheval. Si on fait vraiment un bon galop, on peut y arriver à l'heure. Hein. Bon, en tout cas, ils sont très sympas ces chevaux, ils sont faciles, ils sont très sympas. Ah ouais. Merci beaucoup hein, Virginie et Nadine. Eh ben écoute, à tout à l'heure. Je te laisse te balader. Maintenant, il faut descendre à cheval. Virginie. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Nathalie, bienvenue. Vous allez bien? Comme il fait beau, je vous propose qu'on commence une visite par les jardins. Avec plaisir. Hein? C'est vrai qu'il faut en profiter, il fait magnifique, il fait vraiment très beau. Alors ça, vous allez me dire comme c'est pas le style de l'époque, ça. C'est boule de bouillie. Non. Pourquoi ce choix? En fait, le jardin est résolument contemporain parce que ce domaine, si vous voulez, a fait l'objet donc de transformations au cours du temps. Et le jardin historique, c'est un tout petit morceau du domaine. Et en fait, on a essayé de faire en sorte que le jardin ne soit pas un pastiche historique, mais un jardin qui nous mette dans une sensation de confort. C'est-à-dire que ce jardin, il est ouvert au public, complètement. C'est-à-dire que les pelouses ne sont pas interdites, les gens vont partout. Et on vous voyez, est libre de ses mouvements. Voilà. Et donc là, on a une répétition de formes rondes comme ça, une sorte de moelleux qui est créé dans le paysage. Ouais. Et on a un peu l'impression d'avoir une sorte de matelas. Et l'idée, c'est que vraiment, le jardin, pour moi, c'est un moment où on est dans un comportement de loisir. Et c'est Charles VIII hein, qui a créé les jardins. Alors, c'est Charles VIII, c'est le premier roi qui va en Italie, dans la péninsule italienne, et qui va voir des nouveaux jardins. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts. Et en fait, c'est l'amorce d'un triptyque qui est fondamental si l'on veut comprendre la Renaissance. C'est l'architecture, le jardin, et un mot qui va apparaître en français à ce moment-là, c'est le mot de paysage.
Alors j'ai vu qu'il y avait même des vignes derrière vous. Il y a une vigne. On ne fait pas de vin. On pourrait faire du vin parce que l'exposition, évidemment, est favorable au développement de la vigne. Une végétation. Ah oui, oui, tout à fait. On avait la volonté d'abord de maîtriser la végétation pour que l'on voit la crête du rempart, donc on comprenne bien dans quel lieu on se trouve, c'est-à-dire vraiment un lieu protégé, mais en même temps la vigne, parce que donc là on est sur un coteau qui est surexposé au sud, et ça marche très bien. Alors au lieu de choisir une vigne pour faire du vin, on a pris une vigne pour du raisin de table, de sorte que les visiteurs qui viennent à la saison ils peuvent en prendre se régalent. C'est génial. Et nous n'avons pas besoin de faire une récolte, elle est faite chaque année par les visiteurs. Alors là, vous m'avez emmené sur une tour, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'Amboise, c'est avant tout une forteresse. C'est d'abord une forteresse. On est sur la pointe, en fait, de ce qui est l'origine d'Amboise, c'est-à-dire un rocher avec un surplomb qui est de presque une trentaine de mètres sur 2 faces. Et ce surplomb, donc, permet d'avoir une sorte de sécurité du lieu. C'est la topographie du lieu qui va faire qu'il va y avoir un château fort et que ce château fort va se transformer petit à petit pour devenir, à la Renaissance, donc un château plus aimable, plus confortable. C'est pour ça que les rois aimaient ce château d'Amboise, parce qu'ils se sentaient protégés. Alors, il y avait cette dimension de sécurité qui était évidemment très importante, en particulier, et ça va être la destinée d'Amboise, pour élever les enfants royaux. C'est-à-dire que tous ces enfants royaux qui vont naître quand la cour est en Val-de-Loire, on sait que le roi et la reine, la cour est itinérante, mais la plupart du temps, les enfants restent à Amboise. Parce qu'on sait que la progéniture est en sécurité. Est en sécurité et le lieu est sain. Mais alors, quels sont tous les rois qui sont passés par le château d'Amboise ? Ah, ils sont très nombreux. Donc évidemment, on connaît les majeurs, mais je vous propose en fait d'illustrer ce grand livre d'histoire par des images des blasons. Moi, j'adore les images. J'adore les blasons. Eh bien voilà, on va aller faire une promenade. Bon, on continue. On continue par là. C'est vraiment le couloir d'accès au château. Et en fait, on commence par une sorte d'initiation avec toutes les familles qui ont été propriétaires du château. On a la famille d'Amboise liée à la famille de France. Et puis ici, on arrive avec donc Charles VII. Qui va réquisitionner le château de la famille d'Amboise. Le château d'Amboise. Pourquoi d'ailleurs il réquisitionne ? Le seigneur d'Amboise avait pris parti contre le favori du roi. Il est mis en prison. On récupère ses biens. Quelques jours après, il est libéré, mais le roi garde ses biens. Puis là, on a un double blason très différent. C'est le roi d'Amboise par excellence, c'est Charles VIII, avec le blason du roi de France. Charles VIII qui rajoute la chapelle, exactement, les jardins, le premier mari d'Anne de Bretagne, celui qui part conquérir le royaume de Naples. Eh bien, on a en même temps le blason du roi de Naples et de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est vraiment le grand roi qui va faire du destin d'Amboise et enclencher ce phénomène historique qu'on appelle la Renaissance. J'aimerais bien voir la salle de conseil de Charles VIII. On y va. À tout de suite. Waouh! Magnifique cette salle. Alors c'est ici que pendant près d'un siècle, les rois ont régné. Ils prenaient leurs décisions ici. C'était la salle principale du château. Donc l'administration du royaume, quand il y avait le conseil du roi, c'était sans doute dans cette salle que les choses se passaient. Alors c'est la salle la plus grande, on recevait en audience. Et moi je vais mettre les feux de cheminée parce que j'adore les feux de cheminée. Et puis avec une grande cheminée monumentale. Et si vous regardez, vous voyez tous les attributs en fait de ces rois de France. Les références à la Bretagne, les références au royaume de France, et puis les références avec cette épée avec une palme autour. C'est en fait le symbole de ce roi Charles VIII qui va conquérir le royaume de Naples. Donc on est bien dans la symbolique royale, c'est vraiment le lieu d'exercice du pouvoir. Merci Nathalie. Merci Jean-Louis. Merci. Je sors avec vous. À bientôt, on va passer par là. D'accord. Alors c'était comment ta balade à cheval ? Ma balade à cheval. C'est bien passé ? Très bien. Écoute, moi je peux te dire que... Pour tout te dire, j'aime voyager à cheval. Bah oui. Mais l'animal, je suis pas fanat. Ah bon ? C'est-à-dire ? Si t'as moins confiance en lui que... Non, mais un cheval, ça va pas plaire aux amoureux des chevaux, mais c'est un herbivore. La seule chose qu'il a à faire pour se nourrir, c'est de baisser la tête et manger de l'herbe. Donc il n'a pas développé une intelligence, on va dire, au-dessus de la moyenne. Et lorsqu'on a côtoyé des chiens de traîneau, comme je l'ai fait pendant de très nombreuses années,
forcément on a une petite préférence quand même vers des animaux qui sont un peu plus intelligents que des chevaux, quoi. Même si c'est un animal que je trouve absolument magnifique, que j'en ai chez moi, que j'ai beaucoup voyagé à cheval, que j'aime voyager à cheval, mais l'animal... Écoute, moi pendant ce temps-là, j'ai visité les jardins d'Amboise. Je connais tous les jardins d'Amboise. Les jardins où les plus grands rois de France ont passé leur enfance. Et puis en plus, tu l'as visité à une époque de l'année où c'est luxuriant, plein de couleurs. Ah non, j'ai passé un bon moment. Tout à l'heure, tu m'as expliqué à quel point toutes ces barrières qu'on a pu voir, tous ces grillages, étaient vraiment des grillages qui sont mis souvent par les propriétaires pour justement délimiter leur terrain de chasse. Ouais. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas trop me lancer parce que je vois je m'énerve. Tu vois la couleur de la voiture là? Tu peux être plus rouge que ça? Ah, je peux être plus rouge que ça parce que je trouve ça tellement scandaleux, mais je trouve ça tellement hallucinant qu'un moment aussi important où on parle d'environnement, etc. Il y a comme ça quelques petits îlots de nature. Et qu'on laisse... On peut facilement protéger là et qu'on laisse là encore... Faire, là on est sur des choses d'une importance absolument considérable pour une région, c'est incroyable, mais c'est là où on voit tout le lobbying des politiques et effectivement malheureusement la Sologne est une destination pour députés, donc tu vois pas d'issue presque, ministres qui vont chasser en Sologne et qui protègent effectivement... Je pense à leur petit bonheur personnel. Voilà. Et... Voilà. Mais là je vais encore t'énerver parce que je vais te parler d'un autre sujet qui t'énerve profondément, c'est effectivement le réchauffement climatique. Ça m'énerve pas, parce que non, en tout cas, tu te bats pour... Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Le problème des engrillagements en Sologne, c'est vraiment des égoïstes irresponsables. Le réchauffement climatique, on en est tous responsables, sauf que moi, comme beaucoup d'autres, il y a encore 15 ans, 20 ans, on ne savait pas que nous étions en train d'initier ce phénomène. Mais tu as été témoin de ça dans le Grand Nord? Tu as vu la fonte des glaciers? Bien évidemment, on a dans le Grand Nord des élévations de température qui sont de l'ordre de 3 ou 4 degrés. Ouais. Et donc ce sont des changements absolument considérables et qui sont plus que visibles. Il faut être totalement aveugle, sourd et muet pour ne pas voir ce qui se passe. On ne peut rien faire contre ça. C'est vrai que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut... bien sûr qu'on peut faire... Moi, ce qui me décourage, c'est de me rendre compte à quel point il faut réussir à concilier tous les politiques de tous les pays pour que... Parce que là, ça ne peut... Non, mais là, c'est pas une question d'homme politique, une fois de plus. Non, mais convaincre chaque gouvernement d'essayer de... Pour les grillages, on pourrait dire, il faudrait que les politiques votent une loi qui interdise les grillages. Ouais. Mais on pourrait dire aussi qu'il faudrait que les propriétaires arrêtent de faire n'importe quoi. De la même façon, le réchauffement climatique, on peut attendre que les hommes politiques nous interdisent de faire ceci, cela, mais c'est une question d'abord de responsabilité individuelle. Et en l'occurrence, le responsable du réchauffement climatique, il a un seul nom, c'est le consommateur. Pourquoi acheter du beurre qui vient d'Argentine alors même qu'à 2 pas de chez soi, on fabrique de l'excellent beurre? Circuits courts. Et cet état d'esprit, cette façon de faire et de consommer, elle doit devenir automatique. On dit trop souvent que l'écologie est quelque chose de présenté de façon trop punitive, restrictive. On n'arrête pas de dire que demain on va vivre moins bien. Moi je crois qu'au contraire, pour régler la problématique environnementale, je pense au contraire qu'on va aller vers un monde où on vit mieux. C'est bien parce que peut-être un petit peu plus lentement, mais ça c'est pas très grave. Mais je pense au contraire qu'on va vivre mieux. Manger une bonne tomate bien mûre, qui a du goût, qui a été nourrie par le soleil et de la bonne terre, est-ce que c'est vivre moins bien? Je crois pas. Tes expéditions, c'est terminé. Là, tu vas faire la grande course dans le Grand Nord, mais tu as terminé avec les expéditions, les grandes traversées, ou bien tu en as encore de prévues? Disons que c'est en tout cas ma dernière meute de chiens de traîneau. C'est la 4e génération et la dernière parce que mes chiens actuellement ont 4 ans. Là, ils sont en pleine force de l'âge, mais des chiens de traîneau vivent grosso modo jusqu'à 10-12 ans. Donc lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite, j'aurai moi aussi, je crois, atteint malheureusement l'âge de raccrocher les gants.
Nous sommes à Montsoreau, l'un des plus beaux villages de France, situé à une quinzaine de kilomètres de Saumur. Mais avant de voir son château, nous allons découvrir ce qu'est une tout-cabanée. Et pour ta vie de famille, ça doit être quand même moins stressant, non, de te savoir sur des films en France ou ailleurs. Ils se sont... Tiens, il y a Belle de Belle et Sébastien. Oh, mais oui, tiens. Oui, ça change rien pour eux, ils étaient habitués de te voir partir. Oui, oui, l'habitude était... Bonjour. Bonjour Nicolas. Ah, c'est magnifique. Voilà, on vous invite à bord de notre tout-cabané. Tout en bois, c'est magnifique. Voilà, tout en bois. Bonjour, enchanté, vous allez bien, Marc Vincent. Et c'est une réplique parfaite? Ah oui, c'est une réplique parfaite des tout-cabanés. Tout-cabané. Absolument. C'était les bateaux classiques des pêcheurs de Loire. Et donc quand ils allaient relever leur filet, ils dormaient dans leur cabane, d'où le nom de tout-cabané. Alors vous avez d'autres tout. C'est assez léger comme bateau alors. Oui, c'est très léger. Ouais, c'est très léger et encore une fois, il faut qu'on ait des fonds plats dans la mesure où la Loire en été en fait est très basse. Ah oui. Et donc pour pouvoir l'utiliser le maximum, il faut qu'on ait vraiment des fonds très bas. Très Je vous en prie. On quitte Montsoreau. Hein, vous avez le château qui est juste là. Alors c'est le seul château qui est construit dans le lit de la Loire. Exactement, exactement. C'est le seul, tout à fait. Il est magnifique ce château, c'est un château de princesse. C'est un château, exactement. Mais alors qui pilote le bateau là? Vous êtes à côté de moi? C'est Alain Bonneau qui est. Bonjour Alain. Voilà, qui travaille avec nous, qui s'occupe de notre boutique à Montsoreau. Et madame? Et Laurence est mon épouse. D'accord. Bonjour Laurence. Bon, on est ravis de faire cette petite balade avec vous. Et alors, il y a maintenant, dans ce château, il y a maintenant un musée d'art contemporain. Il y a un collectionneur qui s'est installé et qui a repris la concession du château. Ça vient d'être inauguré il y a quelques semaines. Pour nos clients, en fait, on fait généralement un petit tour de Loire. Vous voyez, on découvre les berges, on découvre... on a une vision de la Loire qui est complètement différente. Et donc on fait ça pour nos clients, on leur fait déguster nos vins et une dégustation des vins de Loire. Vous êtes viticulteur? On est viticulteur. Ah oui, d'accord. Ça donne envie de goûter votre vin? Vous en avez écoutez, dans cette tout-cabanée? je crois qu'on en a, ouais. Vous croyez ou vous êtes sûr? Parce que si vous croyez, on retourne. Ne faites pas de faux espoirs. Non, je suis sûr. Merci mon chéri. Ah, j'aime bien la forme de la Voilà, bouteille. donc ça c'est Crémant de Loire et on est sur ce vin, on est en chardonnay à hauteur à peu près de 80% et le reste est en chenin. Le chenin, c'est le grand cépage de la région des Blancs. Voilà. Tiens, on va vous faire goûter. J'adore la forme de la bouteille. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais écoutez, déjà, j'espère que ce qu'il y a dedans va vous convaincre également. Et là, il y a un saule aussi qui est magnifique. Et regardez l'autre cèdre qui est magnifique aussi. Ouais. Il y a quand même un bon esprit sur ce bateau, c'est que tu as vu, il y a 2 verres par personne. On est 3 et il y a 6 verres. Voilà, là, je mets une très bonne note. Hein. Parce que souvent, on finit un verre et il faut attendre qu'on vous serve, alors que là... On est très honorés de vous avoir sur notre bateau. Venez trinquer avec nous. C'est adorable. Et on vous a même préparé, regardez, avec des fraises de la région. Génial. C'est gentil. Oh. En plus, c'est mon fruit préféré, la fraise. Ah, je vais goûter ça. Alors, vous voyez, vous qui êtes amateur d'arbres, il y a quand même quelques beaux sujets là. Si. Délicieux. Ils ont de la chance, tous ces propriétaires là. Très sympa. Avec ces maisons qui donnent directement sur la Loire. Là, on continue, ça c'est la Vienne, là, juste devant. Et là-bas, c'est la Loire. On dit de la Loire que c'est le dernier fleuve sauvage de France. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que déjà, c'est pas un fleuve qui est navigable sur toute sa longueur, en fait. Et puis, vous voyez, il y a encore des berges qui sont sauvages. Une fois qu'on a passé le pont, là, on est dans un... On est complètement... écran de verdure. Ouais. Et quand on croise une autre tout-cabanée, on fait coucou, c'est ça? Généralement, on salue, voilà. Salut! Vous voulez me montrer comment est-ce qu'on pilote? Si elle conduit le bateau aussi bien que la voiture, normalement, on coule dans 5 minutes. Non! Il fait confiance. Où sont les gilets? Vous regardez le nez du bateau. Oui, le nez du bateau. Alors, il est où le nez du bateau? Si déjà vous nous demandez où est le nez du bateau, on n'est pas sorti. Hein. Vous regardez le cap tout droit. Mon prochain film que je tourne, là, à partir du mois de septembre, une grande partie de l'histoire se passe sur un tout-cabané. Ah oui? Ouais. Et donc, c'est François Cluzet qui habitera dessus.
D'accord. qui joue le rôle d'un braconnier qui vit en bord de Loire sur un tout cabanet. Ah oui? Ouais. Bon, ben, on arrive. Et je jette le... Bah, vous jetez, voilà, hop, d'un geste. Ah oui, très bien. Oh là là. Bravo, allez-y. Je vous aide? C'est bon. Voilà, bah vous l'accrochez. Super. Alors, comment est-ce qu'on l'accroche? Bah vous allez-y, hop. Voilà, vous tirez, puis on va... C'est bon, je crois qu'on est arrivé à bon port. Merci Marc. C'est moi qui vous remercie. On se fait un Et plaisir. puis, très bien. Tu fais quoi Nicolas? Tu viens pas? Ah bah, tu sais, moi, il y a un bateau en bois, de l'eau, du bon vin. Moi, je vais rester un petit peu, là. Je crois que je suis dans mon univers, là. Bon, Marc, vous le ramenez à... Je le ramène à Sully-sur-Loire, il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup Nicolas. Au revoir. Merci d'avoir accepté de faire cette route avec moi. Journée. On a fait des choses. Ah hein. oui, des biches, de la forêt, de l'eau, des bateaux, du vin, tout ce qu'il faut, du cheval. Et j'ai piloté le bateau. Et t'as piloté le bateau et on n'a pas coulé. Je te remercie encore. Ah ouais. Merci, un bisou rapide, Laurence, Alain. Hop. Merci beaucoup. À tous les deux. Oui, ma belle. Et bon retour. Bon, bah on vous dit au revoir, alors Nathalie. On Oui. vous donne la main pour grimper, voilà. À bientôt. Oui, Au revoir. au revoir. Bon retour. Merci beaucoup. Moi j'ai mon combi, je reste fidèle à mon combi. Et bien voilà, c'est la fin de notre voyage dans la vallée des Rois. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour une maison secondaire, une demeure assez modeste avec un jardin de 5000 m², Chambord, vous voyez. Rassurez-vous, je me suis raisonnée, je me suis dit tiens, le château de Montsoreau, 500 m² par étage, ça me paraît être un château à taille humaine. Hein. Pour faire des chambres d'amis, je pense que c'est parfait. Rien n'est conclu, je tiendrai au courant. Mais en attendant, Nicolas m'a initié à l'équitation, donc je vais faire un tour du côté de ce mur, rencontrer les cavaliers du Cadre Noir pour me perfectionner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle route mythique.